L'école spéciale militaire a été fondée en 1802 à Fontainebleau par le premier consul Bonaparte, puis transférée à Saint-Cyr en 1808. Depuis, elle en a gardé le nom. Elle y restera jusqu'en 1940. Repliée à Aix-en-Provence, Saint-Cyr continue de former des officiers pour la revanche jusqu'en novembre 1942. Parallèlement, De Gaulle crée l'École des cadets de la France libre en Angleterre. De 1943 à 1945, la formation des officiers français est effectuée à Cherchell, en Algérie, pour encadrer l'armée de la libération. En 1945, cette école est transférée au camp de Coët-Quidan, où, sous l'impulsion du général Delattre, l'amalgame continue dans une école unique pour une France unie. Ainsi, de 1947 à 1961, elle prend le nom d'École spéciale militaire interarmes. En 1961, le commandement décide une séparation entre le recrutement direct et le recrutement interne. L'école spéciale militaire de Saint-Cyr renaît. Le bataillon qui va être baptisé, commandé par le colonel Juté, compte dans ses rangs 194 élèves officiers, dont 20 élèves officiers internationaux. Il est encadré, de part et d'autre, par la promotion capitaine Goupil du 2e bataillon, et en arrière du dispositif, par les sous-lieutenants de la promotion colonel Lecoq, 1er bataillon de France. Une fois la promotion nouvelle baptisée, elle entonnera son chant de promotion, puis tous chanteront la galette, hymne traditionnel de la spéciale. Ce soir, en recevant un nom de baptême, ces jeunes Saint-Cyriens, que leurs anciens surnomment les Bazars, entrent dans l'histoire. À genoux, les hommes. Messieurs Bazars, une nouvelle fois, Madame la Gloire a décidé de descendre à Saint-Cyr. En cette auguste nuit, c'est elle qui vient vous baptiser, vous nommer, et ainsi venir tremper ce qui sera l'âme de votre promotion dans les sangs de l'histoire de la spéciale. Comme vous, vos anciens se sont agenouillés sur ce sol. Ils ont été traversés par les mêmes doutes et interrogations que ceux que vous avez actuellement. Ils ont été traversés par la même joie, qui est celle d'appartenir à un corps uni et fraternel. Pour la première fois, voici unis à la face du monde, depuis que vous avez choisi de servir sous le métier des armes. Cette cérémonie est le témoignage vivant de votre engagement guerrier au service des armes de la France.
est alors bien loin des champs de bataille et du fracas des armes, mais l'uniforme que vous portez est celui d'une génération de soldats qui, comme vous, ont choisi de servir la France. Et ce bel uniforme fut un cercueil pour tant d'hommes. En ce soir, la grande famille saint-cyrienne, celle aux plus de 10 000 morts, accueille une nouvelle promotion. Vos anciens vous affectent alors au service d'une mission. Faire rayonner et faire perpétuer l'image de Saint-Cyr malgré les bourrasques et les vents contraires. Votre promotion sera votre roc. Votre nom sera votre bannière et votre cri de ralliement. Votre parrain sera votre inspiration, votre guide dans les épreuves que lui aussi a traversées. Vous le suivrez, marcherez dans ses pas et ainsi grandirez par une flamme, celle de l'idéal, qui chaque jour doit vous guider vers l'esprit saint-cyrien. En 1919, le père système de la promotion Croix du Drapeau, le lieutenant Donington, dans un triomphe un peu particulier, baptisa 4 promotions. Il conclut par ces mots: « La France vous a vu, vos aînés vous ont reconnu digne de porter après eux le beau titre de Syrah. Alors en ce soir, messieurs les bazars, c'est à votre tour de rentrer dans l'histoire. » Mon général, quel nom donnerons-nous à cette promotion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr? Cette promotion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr portera le nom de capitaine Henri de Certeau. Écoutez, les Saint-Cyriens, je suis le capitaine Henri de Certeau, tombé bravement au champ d'honneur le 25 septembre 1947, la veille de mes 30 ans. Comme l'écrivait le poète, tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. J'ai donné ma vie au service de la France et mes propres ennemis m'ont rendu les honneurs dans les Alpes comme en Indochine. Depuis ma Bourgogne natale, où je suis né le 26 septembre 1917, j'ai connu une famille aimante, peu familière de l'armée. J'ai alors commencé à servir dans une troupe scout, où j'ai appris le goût prononcé de l'effort, de l'aventure et de la camaraderie. Mon désir de rentrer dans la carrière des armes s'affirme, et je prépare le concours au lycée Carnot. J'intègre ensuite l'école spéciale militaire. Ma promotion est baptisée du nom des célèbres batailles Marne et Verdun. Mon instructeur, le lieutenant Monnier, écrit de moi: son caractère restait égal, son sourire et sa bonne humeur, devenus légendaires, ne le quittaient pas. Le 22 août 1939, je suis affecté au 70e bataillon alpin de forteresse à Bourg-Saint-Maurice. Dans les Alpes, je tiens une forteresse appelée Redoute ruinée. Je vais devoir la défendre face aux alpinis italiens. J'ai le soutien de l'artillerie française, mais mon poste est complètement isolé. Du 21 au 24 juin 1940, nous nous rendons coup pour coup dans le contexte incertain de l'armistice à venir. Les conditions de vie sont harassantes, mais mes hommes tiennent bon contre vents et marées. Lorsque sonne l'armistice, la Redoute n'est pas tombée aux mains ennemies. Je sors à la tête de mes soldats après avoir hissé les couleurs françaises une dernière fois. J'écris dans mon journal de marche, avec l'impression, rare en France à cette époque, être vainqueur. Les Italiens présentent les armes à notre passage. Après l'armistice, je rejoins le 13e bataillon de chasseurs alpins, où je suis chef de section. Je m'engage alors dans la résistance au sein du bataillon de Savoie de l'armée secrète. Sous le pseudonyme de Luguenot, j'enchaîne avec audace et nuitamment les sabotages de voies ferrées. Le jour, je recrute et forme les hommes sous mon commandement. Avec les forces françaises de l'intérieur, je participe à la libération de la Maurienne. C'est le temps des faits d'armes qui me valent une citation à l'ordre de l'armée. Je suis promu capitaine le 25 mars 1945 au sein du 13e BCA, recréé. Durant cette période, je réussis un nouvel exploit dans la prise du Roc Noir du 23 au 31 mars 1945 avec mes chasseurs et la section d'éclaireurs skieurs. Après 2 tentatives infructueuses,
je prends possession le 27 mars d'un canon de 77 et de ses 14 servants allemands. Les combats sont très rudes. Il nous faut prendre les tranchées, abri par abri, trou par trou, à la baïonnette, au pistolet et à la grenade, dans le meilleur style 14-18. Nous en venons à bout au prix sanglant de 40 morts et 60 blessés. Après ces durs combats de libération, vient le temps de l'appel à l'Extrême-Orient. Dans le pays des jonques et de l'opium, je suis volontaire pour partir me battre en Indochine. En conscience, j'ai répondu présent. J'ai obéi à un réflexe normal. Je suis suivi d'emblée par 52 volontaires souhaitant servir sous mes ordres. Ma compagnie est placée sous les ordres du 110e RI et j'entreprends des raids successifs dans la chaîne anamique. J'organise 2 colonnes et nous montons des embuscades contre les Viettes. Le sergent Angelini dit de moi « Il est increvable, notre capitaine ». Désormais, je dois encore monter une opération sur date d'eau dans le secteur d'Hue. C'est une région dangereuse et bien contrôlée par le Viet Minh. Dans la nuit du 24 au 25 septembre, les Viettes passent à l'attaque. Rapidement, il y a des morts et des blessés dans le débat. À 2h30, rejoignant un groupe de mortiers pour commander un tir, je suis fauché par une rafale de mitrailleuse. Une balle m'atteint en pleine poitrine. Un sous-officier me récupère dans ses bras. Je lui dis simplement « Ils m'ont eu. Je suis mort. Je suis mort. » Le bruit parcourt les trous de combat. Au petit matin, mes soldats se lèvent tous et saluent avec déférence mon corps sans vie. Les armes, maintenant, ont cessé de cracher et le jour s'est levé sur des dates d'eau situées vers la montagne au loin et l'on vient d'arracher à la nuit son secret, capitaine tué. Debout! Les officiers!
C'est beau. Tout ça.